bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. J'ai sans doute un petit peu teasé ce book haul dans diverses vidéos parce que je suis très contente de cet achat-là. Parce que j'ai fait une grosse commande chez Gilbert Joseph, qui est un site internet où on peut trouver notamment du livre d'occasion. Et j'en avais entendu parler en fait surtout chez Piketty Bookin. Je vous mettrai le lien de sa chaîne, qui est une grosse lectrice qui commande régulièrement chez Gilbert Joseph. Mais il me semble bien que les mots de l'imaginaire ou la bouquinade aussi est son client. Donc j'ai tenté sur un déstockage. Donc je voulais atteindre les 30 € pour ne payer que 1 centime de frais de port pour tous les livres. Et normalement, j'aurais dû en avoir 26, sauf qu'il y en a un qui n'était pas disponible, mais c'est pas grave. Donc j'en ai eu 25, on va commencer assez rapidement. Je les ai séparés en 3 tas, on va dire, plutôt du classique, plutôt du contemporain, donc du moins classique, et des livres autour de la lecture et de l'écriture. Donc lecture, écriture, un peu études littéraires. On va commencer d'abord par les classiques. Je prends le premier, c'est Mademoiselle de Scudéry de Hoffmann. Paris fut, en 1680, le théâtre d'assassinats en série qui frappèrent de stupeur la ville et la cour. Les cadavres que l'on relevait au matin dans les rues portaient, comme une signature du diable, le même coup de poignard au cœur dont l'infaillible précision stupéfiait les médecins. Les victimes, souvent fastueuses et titrées, étaient frappées au moment d'accomplir leurs plus intimes démarches. Chaque nouveau meurtre révélait un secret d'amour. C'est alors que Madeleine de Scudéry, qui explorait encore la carte du tendre, à l'âge où l'on ne devait plus songer qu'à son salut, fit merveille dans le combat sans merci que la police du roi avait engagé contre le prince des démons, ou l'un de ses suppôts. Inspiré de faits divers authentiques, donc j'ai une étiquette dessus, je ne vais pas lire plus loin. C'est un livre de 1895. Vu le nombre de bouquins, pour certains je ne lirai que le 4e de couverture. Je pense même que pour d'autres je ne le lirai pas parce qu'il va y en avoir beaucoup. Donc c'est Mademoiselle de Scudéry de Hoffmann. Je vous dis au moins le nom de la maison d'édition. On est chez... parce que je ne la reconnais pas là. Chez le livre de poche, les classiques d'aujourd'hui, la collection. C'est une collection que je connais, je dois en avoir quelques-uns des bouquins chez eux. On passe ensuite à Le Minotaure de Nathaniel Hawthorne et on est à l'École des loisirs, ce qui est pour moi une maison d'édition plutôt jeunesse. Illustration de Régis Loisel. Ah, mais il y a des illustrations dedans. Mais trop bien. Alors, chaque année, Athènes doit livrer au roi de Crète, Minos, 7 garçons et 7 filles, régulièrement dévorés par Minotaure, fils monstrueux de Pasiphae, femme de Minos. Thésée, courageux fils du roi d'Athènes, aidé par Ariane, fille de Minos, délivre Athènes de ce lourd fardeau, un des plus vieux contes du monde occidental raconté aux enfants par le grand romancier américain Nathaniel Hawthorne. Donc, on est sur des illustrations de Régis Loisel. Et pourquoi ce livre? Déjà spécialement le Minotaure, donc mythologie grecque, et en plus Nathaniel Hawthorne que j'ai découvert avec vous en lisant La Lettre écarlate, qui est un livre absolument merveilleux et qu'il faut lire. Là on est sur un bouquin qui est très court, il fait même pas 100 pages parce qu'il y a un lexique des personnages, donc il fait 80 pages avec des illustrations pleines pages de ce genre. Je suis désolée, je suis pleine d'eczéma, j'ai mal aux mains. Donc ça doit être très court. Bon là j'ai quand même bien envie de lire un petit bout. Donc Régis Loisel, très bon, moi j'aime beaucoup son travail. Alors attendez. Le Minotaure. Dans l'antique cité de Trézène, située au pied d'une haute montagne, vivait autrefois avec sa mère un petit garçon qui avait nom Thésée. Le roi Pitthée, son grand-père, régnait sur cette contrée et passait pour un prince accompli. Aussi,
Le jeune Thésée, doué par la nature de brillantes qualités, élevé à la cour et sous les yeux de son aïeul, ne pouvait manquer de profiter des sages instructions du monarque. Sa mère s'appelait Hétra. Quant à son père, l'enfant ne l'avait jamais vu. Mais il se souvenait que, dès son âge le plus tendre, Hétra allait souvent dans un bois où se trouvait un rocher profondément enfoncé dans la terre et recouvert de mousse. Là, elle le faisait asseoir à côté d'elle et lui parlait de son père. Elle lui disait qu'il se nommait Égée, que c'était un grand roi, qu'il régnait sur l'Attique et résidait à Athènes, fameuse entre toutes les cités du monde. L'enfant n'avait pas de plus vif plaisir que d'entendre ces récits et demandait souvent à sa mère pourquoi l'illustre auteur de ces jours ne venait pas habiter avec eux à Trézène. Eh bien, on le saura bientôt. J'essaye d'être bref parce que sinon on va y passer 3 plombes. On est ensuite sur le roman de Mélusine de Jean-Philippe Tussaud, donc un classique abrégé. De manière générale, j'aime pas trop les... donc c'est un garçon, c'est Paul, merci Paul. On est encore à l'école des loisirs, ouais, ça ressemble. Donc le roman de Mélusine. Mélusine, pourquoi? Parce que j'adore les légendes et que j'ai visité le château de Fougères. Si je ne me trompe pas de château. Mélusine est avec Morgane et Viviane, l'une des 3 grandes fées du Moyen-Âge. Son histoire, tout à fait originale, débute par une surprenante rencontre avec un jeune et beau chevalier auprès de la fontaine de Soif-Jolie, dans la forêt de Coulombiers, puis une promesse de mariage en échange d'un serment. Épouse du seigneur Raymondin de Lusignan, dont elle partage pendant des années la vie quotidienne, mère de 10 enfants, Mélusine est aussi une grande bâtisseuse dont le souvenir est toujours présent dans la région poitevine. Mais le samedi, la femme redevient un être féerique et se métamorphose en serpente. Cela aurait dû rester secret. Une des plus belles et des plus émouvantes histoires d'amour et de chevalerie. Le malheur de Raymondin. Il y a très longtemps, vivait en Poitou un comte noble et de grand renom nommé Aimery. Tous l'appréciaient et le tenaient en haute estime. Expert en astronomie et en bien d'autres sciences, il en savait plus que quiconque, excepté Dieu, qui connaît toutes les étoiles par leur nom. Bien que laïque, il connaissait presque par cœur le droit civil et le droit canon. Sa femme, qu'il aimait tendrement, lui avait donné 2 enfants qu'il chérissait. Un fils fort beau, nommé Bertrand, et une fille très douce et très belle, appelée Blanchette. Je m'arrête là de nouveau. On passe ensuite à La peste écarlate de Jack London. On est chez... C'est écrit dessus. On est chez Librio. Un vieillard déambule dans la baie de San Francisco en compagnie de ses petits-enfants. Vêtu de peau de bête, il chasse pour se nourrir, se réchauffe autour d'un feu et se protège des ours ou des loups grâce à l'arc et la fronde. Nous sommes en 2073, il y a 60 ans. Une terrifiante maladie, la peste écarlate, a ravagé l'humanité. Les rares survivants, retournés à l'état de nature, se sont réunis en tribus sans passé ni culture. Le grand-père, ancien professeur, se souvient du monde d'avant, l'épidémie. Mais comment le raconter à Edwin, Ougou et Bec de Lièvre, ces petits sauvages qui ne savent ni lire ni compter? Il y a une citation. Un jour viendra où les hommes, moins occupés des besoins de leur vie matérielle, réapprendront à lire. Je suis très fan, moi, de l'écriture de Jack London. J'ai lu, comme beaucoup, j'imagine, Cro-Blanc et L'Appel de la forêt. Je suis pas sûre d'en avoir lu d'autres. Il y a Martin Eden qui me fait vraiment de l'œil aussi. Oh, on se lit un petit bout. Jack London, quoi. En plus, c'est un livre qui est vachement récent. C'est vraiment joli. L'illustration est super sympa. C'est Nicolas Galkowski, si je ne me trompe pas. Sur l'antique voie ferrée, le chemin, à peine tracé, suivait ce qui avait été jadis le remblai d'une voie ferrée, que depuis bien des années, aucun train n'avait parcouru. À droite et à gauche, la forêt, qui escaladait et gonflait les pentes du remblai, l'enveloppait d'une vague verdoyante d'arbres et d'arbustes. Le chemin n'était qu'une simple piste, à peine assez longue pour laisser passer 2 hommes de front. C'était quelque chose comme un sentier d'animaux sauvages. Ça et là,
Un morceau de fer rouillé apparaissait, indiquant que sous les buissons, rails et traverses subsistaient. On voyait, à un endroit, un arbre surgir qui, en croissant, avait soulevé en l'air avec lui tout un rail qui se montrait à nu. La lourde traverse avait suivi le rail, auquel elle était rivée encore par un écrou. On apercevait, au-dessous, les pierres du ballast, à demi recouvertes par des feuilles mortes. Ainsi, rail et traverse, bizarrement enlacés l'un dans l'autre, pointaient vers le ciel, fantomatique. Si antique que fût la voie ferrée, on reconnaissait sans peine à son étroitesse qu'elle avait été à voie unique. Un vieillard et un jeune garçon suivaient le sentier. Ils avançaient lentement, car le vieillard était chargé de dents. Un début de paralysie faisait trembloter ses membres et ses gestes, et il peinait en s'appuyant sur son bâton. Ça promet. Allez, on refait un bond dans le temps. Avec Médée de Euripide. Donc j'ai lu, j'ai pas encore... J'en ai pas encore fait une vidéo parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y a fort longtemps, j'avais fait une vidéo sur la mythologie grecque. Et donc soit des livres de, entre guillemets, d'époque, soit des versions plus modernes inspirées de ces livres-là. J'ai lu le Médée de Jean Anouilh, que j'ai trouvé personnellement moins bon que Antigone de Jean Anouilh, mais Médée de Euripide, pourquoi pas, suivi des Troyennes. Donc Euripide, c'est un poète antique, un auteur antique. Après le fabuleux voyage des Argonautes, Jason prend pour femme celle qui l'a tant aidé dans la conquête de la Toison d'Or, Médée. De sang royal, mais d'origine barbare, elle restera toujours l'étrangère à Corinthe. Est-ce la raison qui pousse Jason, 10 ans plus tard, à rompre leur alliance pour une autre plus avantageuse avec la fille du roi Créon? Je ne sais plus qui c'est. Outragée et délaissée avec ses 2 fils, Médée est prête à tout. Rien n'arrêtera sa violence et son intelligence redoutable sera au service de la pire cruauté. Première œuvre entièrement consacrée à Médée, la tragédie d'Euripide a donné à ce personnage mythologique une dimension telle qu'il ne cesse encore aujourd'hui d'inspirer les plus grands écrivains. Il y a une citation. « Une femme d'ordinaire est pleine de crainte, lâche au combat et à la vue du fer. Mais quand on attente au droit de sa couche, il n'y a pas d'âme plus altérée de sang. » Donc on est chez Librio, avec une illustration de Frédéric Sandys, donc c'est Médée. La nourrice. Plus au ciel que le coup d'aile du navire Argo vers la terre de Colchide n'eût point franchi la barrière bleuâtre des rocs qui heurtent, et que jamais dans les vallons du Pélion le pain n'eût été abattu sous la cognée, et n'eût mis la rame en main des vaillants héros qui se lancèrent pour Pélias à la conquête de la Toison d'Or. Car alors ma maîtresse, Médée, ne serait pas venue aborder sur le sol d'Iolcos et vivre dans ses murs, l'amour au cœur, ébloui par Jason. Elle n'aurait pas persuadé aux filles de Pélias de tuer leur père, et n'habiterait donc pas ici, à Corinthe, avec son mari et ses enfants. Elle cherchait à plaire aux citoyens de ce pays d'accueil, et personnellement était toujours conciliante envers Jason. C'est bien la meilleure sauvegarde d'une vie, quand la femme ne contrarie jamais son mari. Mais en fait, tout se dresse contre elle. Elle est éprouvée dans ce qu'elle a de plus cher. Traître à ses propres enfants et à ma maîtresse, Jason s'est ouvert par mariage une alcôve royale, en épousant la fille de Créon, qui préside aux destinées de ce pays. Bon, la nourrice, elle blablette, elle fait un sacré bon monologue quand même. Donc les Troyennes, j'imagine qu'on est en pleine guerre de Troie. Et on est chez Librio. Il est tout sale, il faudra que je lui mette un coup de lingette. L'Iliade de Homère. Quand commence l'Iliade, il y a 10 ans. Il y a 10 ans que les Grecs occupent le rivage et combattent les Troyens pour la beauté d'une femme et les trésors d'une ville. Mais Achille s'est retiré dans sa baraque. Ça tente, il me semble. La colère l'emporte, il ne se battra plus. Aussitôt, les Troyens descendent dans la plaine, conduits par Hector. Les navires flambent. Les boucliers, les lances, les cuirasses de bronze se heurtent terriblement. Ainsi s'accomplit la volonté de Zeus. Ce bruit formidable de bataille et la douleur de qui pleure ses morts, l'Iliade les fait entendre depuis près de 3000 ans. Donc on est chez l'École des loisirs, classique abrégé de nouveau. Ah oui, c'est écrit gros quand même. Ce sont des illustrations de Isabelle Châtelet et une traduction de Le Comte de Lille, abrégé et remanié à partir du texte grec
par Bruno Rémy. Donc il y a une introduction et on passe à la querelle. Depuis 9 jours, un mal terrible, la peste, frappait l'armée achéenne. Les hommes périssaient en nombre. Les bûchers funèbres brûlaient sans relâche. C'est ainsi que le dieu Apollon poursuivait l'armée de sa vengeance. Il voulait punir le roi Agamemnon de l'offense faite au prêtre Chrysès. Le roi lui avait pris sa fille, Chryséis, aux belles joues. Il la gardait prisonnière et refusait de la rendre, même au prix d'une immense rançon. Pendant 9 jours, les flèches du dieu frappèrent l'armée. Le 10e jour, Achille convoqua les hommes à l'assemblée. Quand ils furent tous réunis, se levant au milieu d'eux, il dit « Fils d'Atrée, cette fois, c'est dans la déroute que nous allons rentrer chez nous, si du moins nous évitons la mort. Guerre et peste abattent les Achéens. Allons, interrogeons un devin, un prêtre ou un interprète des rêves. Il nous dira d'où vient la colère d'Apollon. » On passe à l'appel de Cthulhu. Je le prononce comme je le peux. De H.P. Lovecraft et A. Derleth. On est chez Presse Pocket. À mon avis, c'est un tout vieux bouquin. C'est une peinture de W. Siudmak. C'est un livre de 1989. Ils sont descendus du ciel et ont régné sur la terre. Et ils ont été bannis hors du monde. Ils sont couchés dans leur sépulcre au fond de la cité perdue de Rayet. Depuis des millions d'années, ils méditent. Ils savent tout ce que nous pensons. Ils inspirent nos cauchemars et nos cultes obscurs. Ils sont tapis dans la ville engloutie, sous leur tombe verte et gluante, et ils veulent revenir. Parfois, ils frôlent le seuil de l'univers et les hommes entrevoient l'horreur absolue. Mais les grands anciens savent qu'un jour, les étoiles reprendront la position propice dans le cycle de l'éternité. Alors retentira l'appel de Cthulhu. Sur toute la surface du globe, dans les immensités lointaines et les lieux retirés, les adorateurs secrets accompliront les rites immondes. La terre tremblera, la cité monstrueuse émergera des océans. Les grands anciens sortiront de leur sombre demeure, libres de réduire la terre à merci. Et les hommes se mettront à hurler de peur, de frénésie et de rage déchaînée. Ouais, il est fragile. Donc il y a... Oh, je ne sais pas si je vais vous lire un petit bout. L'appel de Cthulhu, premier chapitre, l'horreur d'Argile. Je vous lis juste le premier paragraphe. Ce qu'il y a de plus pitoyable au monde, c'est, je crois, l'incapacité de l'esprit humain à relier tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île placide d'ignorance, environnée de noirs océans d'infinitude que nous n'avons pas été destinés à parcourir bien loin. Les sciences, chacune s'évertuant dans sa propre direction, nous ont jusqu'à présent peu nui. Un jour, cependant, la coordination des connaissances éparses nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur le réel et sur l'effroyable position que nous y occupons, qu'il ne nous restera plus qu'à sombrer dans la folie devant cette révélation ou à fuir cette lumière mortelle pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel obscurantisme. Lovecraft, j'ai eu envie parce que classique de la littérature, on est sur la dark fantasy dans cette collection-là, et j'ai envie de mettre le nez dessus. Je sais que c'est très conséquent comme l'œuvre de Lovecraft, mais ça peut permettre de commencer à y mettre le nez. On passe aux livres qui sont plus récents, donc il y a un petit peu de tout en termes de genre. Bon, je prends au pif. Amoureuse Colette de Geneviève Dorman, donc c'est une biographie. Couverture, c'est Colette par Vertès. De Saint-Sauveur en Puisaye, où naquit le 28 janvier 1873 Sidonie Gabrielle Colette, au 9 de la rue de Beaujolais au Palais Royal, où elle s'éteignit le 3 août 1954, nous suivons pas à pas dans ce livre celle qui, toute sa vie, sera physiquement, sensuellement amoureuse de tout ce qui réjouit les sens. Hommes, femmes, mers, fleurs, fruits, vins fins, truffes, plats succulents. L'immense écrivain qui mettra le meilleur d'elle-même dans ses œuvres. Avec chaleur, avec talent, cédant des témoignages de ceux qui l'ont connue et des correspondances
et des correspondances inédites, Geneviève Dorman nous fait saisir sur le vif la personnalité étourdissante de la grande Colette. On entend sa voix, on rit de son humour, on vit avec elle ses joies, ses peines, son travail, et c'est passionnant. Donc c'était chez Albin Michel à l'origine, et là on est au livre de poche. Madame Willy, traînant la corde à puits de ses cheveux, regarde le doux Julia et éclate de rire. Ainsi, Jules Renard décrit en 1894, mêlée à la foule brillante d'une première théâtrale à Paris, la jeune épouse d'Henri Gauthier-Villard, dit Willy en littérature. Une longue, très longue tresse de cheveux blonds cendrés et un éclat de rire définissent assez bien cette petite dame de 21 ans, née Gabrielle Sidonie Colette, dans une Bourgogne dont elle conservera l'accent toute sa vie. Mais si la longueur exceptionnelle de ses cheveux étonne ce 19e siècle finissant, dont toutes les femmes pourtant portent les cheveux longs, l'éclat de rire n'est pas quotidien chez la jeune Madame Willy. Au contraire, ces photos d'alors nous montrent le plus souvent un petit visage d'adolescente empreint d'une rêverie qui confine à l'ennui et à la tristesse. Pourquoi Colette? Parce que elle est au programme du bac 2024, elle n'est pas encore libre de droit. Je suis tombée du coup sur sa biographie chez Gilbert Joseph, donc j'ai jeté un œil à sa fiche Wikipédia et j'ai fait oui, ça a l'air d'être une personne intéressante, ma foi. On passe ensuite à Indian Blues de Sherman Alexie. On est chez 10-18 poche, domaine étranger. Salué par Gilles Silberstein, le journal de Lausanne, comme un roman iconoclaste, poignant, immensément talentueux et révélant un nouvel écrivain majeur, Indian Blues est une histoire tragicomique sur le vieux thème du pacte avec le diable. Le célèbre bluesman Robert Johnson, assassiné en 1938, réapparaît pour les besoins de la fiction 50 ans plus tard dans la réserve des Spokanes, à la recherche d'une indienne susceptible de l'aider à rompre son sort. Par un heureux hasard, des jeunes vont récupérer sa fameuse guitare et fonder un groupe de rock, les Coyote Springs, dont le succès extraordinaire les conduira à New York, au terme d'une réjouissante odyssée. Mais peut-on jouer impunément de l'instrument diabolique? Un livre fort, original et percutant sur le rêve américain et le prix du succès, par un auteur dont on n'a pas fini d'entendre parler, l'un des plus prometteurs de sa génération. On est sur un serpent de la culture de Hopewell, site de Turner. Photo de Hillel Burger. Ah, les citations. La maman de Dieu, sûr que c'est une sacrée nana. Charles Mingus. Je suis arrivée au croisement et je suis tombée à genoux. Je suis arrivée au croisement et je suis tombée à genoux. Il y a un blues. Je danse seule, je sens rien de bon. Il y a longtemps que personne ne comprend plus. C'est pour tout ce que j'ai vu que je pleure. Et comme dîner, j'ai juste eu un peu de sommeil. Je suis seule, si seule. J'ai le cœur vide et j'ai eu si faim que pour apaiser ma faim, ce que vous donnerez suffira. J'ai rien, pas de bonnes nouvelles. Je remplis mes poches de ces blouses des réserves. Et quand on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on peut choisir d'autre? Et quand on n'a pas le choix, on n'a pas grand-chose à perdre. Ça promet. On passe à Contes du diable. Donc on est aux éditions Terre de Brume, qui est une maison d'édition très chère à mon cœur. On est chez Bibliothèque de Poche, Terre de Brume. Donc c'est des contes choisis par Olivier Eudes. Pas très malin, le malin. Plutôt nigaud et malhabile, et tellement respectueux de la parole donnée que non seulement la Vierge et les saints font échouer ses plus sataniques machinations, mais aussi les rusées paysannes et paysans des provinces de France réussissent à le berner. Ce florilège des plus beaux contes le concernant nous informe de tout ce qu'un honnête homme doit savoir à son sujet. Ses innombrables noms, sa famille, ses trésors cachés, comment voyager avec lui, quel maître de danse il peut être, et surtout, comment le démasquer sans faire obéir et le rouler. Un trésor de finesse et d'esprit, ou d'esprit de finesse. Un livre absolument nécessaire en cas de rencontre. Il y a juste un tout petit truc très court. Les métamorphoses du diable.
Polymorphe, comme l'étaient les êtres surnaturels des Celtes, le diable est connu. Sous la forme d'un cheval, il galope la nuit en crachant des flammes par les naseaux. Sous la forme d'un taureau, il renverse et piétine les égarés. C'est un mouton gigantesque, un bouc, un chat noir, un crapaud, un serpent, mais il peut se transformer en ermite, en domestique ou en dominicain. On verra dans les contes suivants combien ses capacités de transformation et celles de ses élèves sont nombreuses. Livre suivant. Aux sources du vent de Frédéric Georges, avec une photo de Magdalena Russoka. On est chez Pocket. 1887, à 23 ans, orpheline d'un père couvert de dettes, Oriane accepte de quitter Paris pour devenir préceptrice en Indochine. Après un long et éprouvant voyage, la jeune femme se retrouve en pleine jungle, loin de Saïgon et de la douceur de vivre dont elle avait rêvé. Les 2 enfants dont elle devait s'occuper ont été emportés par la maladie. Livrée à elle-même, Oriane doit trouver sa place dans cet univers à l'équilibre précaire où se côtoient colons, marchands, missionnaires, militaires et indigènes. C'est une toute nouvelle vie, dangereuse et intense qui l'attend dans ce pays plein de mystères. Alors moi je suis très fan. Tout ce qui est colonisation, ça m'intéresse, dans la mesure où il y a le côté fossé culturel entre le peuple conquérant, colonisateur et le peuple colonisé. Et maintenant qu'on est sorti de ça à peu près, je trouve ça intéressant. Annam, juin 1887. Dans un pan de ciel gris et plombé, planent de gros oiseaux paresseux. La lumière est plus vive dans le coin en haut à droite. Le soleil doit être par là, derrière, mais on ne le voit pas. On le voit rarement, et quand c'est le cas, on souhaiterait finalement qu'il s'abstienne, tant sa chaleur est cruelle. En bas, visibles en alternance selon les mouvements du bateau, les crêtes des arbres se confondent en un chaotique garde-à-vous végétal, toujours plus dense, toujours plus touffu, comme les mâchoires d'un piège d'isolement qui se referment à mesure que l'on s'éloigne de la côte. Rescapé de Fiona Kidman, on est chez Point. L'exquise Betty, 14 ans à peine, est de retour à Sydney après des mois de captivité chez les Maoris. Bientôt, la société australienne bien pensante du 19e siècle est secouée par la rumeur. À quoi Betty doit-elle sa survie? Aurait-elle mis en cause l'honneur de son mari? La réponse tient en une bouleversante confession à plusieurs voix, inspirée de faits réels. Une citation: « Je suis juste une femme dénudée par des sauvages ». C'est traduit de l'anglais par Stéphane Camille. La couverture, c'est Winslow Homer, West Point, Ports Neck, 1900. C'est joli. Donc là, toujours la même, hein, colonisation. Journal de John Ward, baleinier, convict libéré. Nouvelle-Galles du Sud, 1826. Aujourd'hui, j'ai emmené la jeune Betsy Parker récolter des huîtres. C'est une belle fille. Ses cheveux brillent et elle peut trancher une pomme d'un seul coup de dent. Elle a seulement 12 ans, la nièce de Charlotte Pugh. J'avais très envie de quitter ma maison parce qu'il y a des enfants partout dans mes pattes et que je ne suis le père d'aucun. Ça m'a fait rire. On passe au labyrinthe de Pharaon de Serge Brussolo chez Livre de Poche. C'est vieux, c'est en francs. C'est en se penchant sur le sarcophage de bois peint qu'Hanouna, parfumeuse au père Néfer de Setep Abou, s'aperçut que la momie sur laquelle elle travaillait depuis 3 jours avait disparu. Une mince bandelette de lin sortait de la boîte funèbre, marquant le chemin emprunté par le mort lors de sa fuite. Une fine bande de tissu à peine froissée, imprégnée d'essence rare, et qui se tortillait comme la mue libérée par un serpent en train de faire peau neuve. La jeune fille voulut pousser un cri d'alarme, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il fallait donc se résoudre à admettre l'impossible. Le défunt avait mis la nuit à profit pour quitter la maison d'embaumement en laissant se dérouler dans son sillage l'interminable pansement enduit de résine qui constituait son armure d'éternité. Joli ça. Pourquoi était-il parti? Parce qu'il refusait d'entrer dans le royaume des morts ou parce qu'il était mécontent des services de l'embaumeur choisi par sa famille? Hanouna opta pour cette seconde hypothèse, car elle savait que les travaux du père Néfer laissaient quelque peu à désirer dès lors qu'il s'agissait d'enterrement de seconde classe. Ça fait flipper. Un autre pocket, Le sang Dieu de Virginie Caillé-Bastide.
avec une illustration de Manon Bucciarelli. En cette année 1709, c'est un hiver cruel qui s'installe, escorté par une famine plus cruelle encore qui supplicie la Bretagne, et emporte avec lui le dernier fils d'Arzur de Kerlogen, brisant la foi du dit Seigneur et la santé mentale de sa femme. 6 ans plus tard, le sang-dieu écume les mers des Caraïbes, semant la mort et la terreur. À son bord, la plus farouche assemblée de canailles, d'assassins, de réprouvés, menée par celui que ces hommes appellent l'ombre. La prise d'un galion espagnol et le rapt d'un père jésuite miraculeusement épargné vont bientôt faire tanguer le bateau, car entre l'homme de Dieu et l'incarnation du diable, une joute verbale des plus féroces s'engage. Je le trouve très joli, le bouquin. En l'an de grâce 1709, la Grâce, justement, semblait avoir abandonné les habitants de Plouarnel et des différents bourgs, hameaux et lieux-dits alentours. Au début du mois de janvier, une froidure sans précédent avait tétanisé la nature en son doux sommeil d'hiver et glacé comme jamais l'âme des bonnes gens. L'on s'organisait vaille que vaille, et les hommes brûlèrent avec inconséquence toutes les réserves de bois qui se pouvaient trouver, certains qu'une telle malédiction ne pouvait durer. Là, à la mi-janvier, le froid s'intensifia à l'extrême. Lors des messes, le vin glaçait dans les calices. Les baptêmes ne s'administraient plus qu'à domicile, de crainte que le nouveau-né ne trépassât avant que le parrain et la marraine ne le portassent sur les fonds baptismaux. Au moindre choc, les cloches des églises se brisaient. En cas de décès, et ils étaient nombreux, l'on ne sonnait même plus le glas. On passe ensuite à un très joli livre. C'est Massacre des Innocents de Marc Biancarelli chez Actes Sud. Et en fait, c'est une couverture, une jaquette. En 1629, le Batavia, navire affrété par la compagnie néerlandaise des Indes orientales, s'abîme au large de l'Australie. Les quelques 250 rescapés ayant rejoint les îlots rocailleux alentours sont alors victimes d'un immense massacre, orchestré par l'intendant Géronymus Cornelis, qui chaque jour s'enfonce davantage dans la violence, la cruauté et l'abjection. Face à lui, les mains tachées du sang des innocents qu'il a exterminés durant sa carrière de soldat, un certain Wabe Hayes prend la tête de la résistance et sauve de la mort une poignée de naufragés. De cet épisode sanguinaire, Marc Biancarelli s'empare pour donner vie, corps et âme à des hommes contaminés par le mal, qui corrompt ceux qui le touchent du doigt en un cercle vicieux dont ils ne peuvent s'extraire. Peinture d'une époque, Massacre des Innocents s'impose comme un roman total, à la fois épique et shakespearien, dont la puissante dramaturgie se soutient de scènes d'un lyrisme et d'une poésie qui travaillent la matière même de l'horreur. Face à l'extrême, quand devenons-nous des résistants? Et à l'inverse, qu'est-ce qui fait de nous des êtres déchus? On est chez Actes Sud avec une illustration de Dino Valls, Mare Incognito, qui date de 2015. Le premier paragraphe est gros, je taillerai dedans. Tableau 1, la tempête. Des éclairs dans le ciel noir, le fracas assourdissant du tonnerre, une tempête qui mugit. Un navire est la limite de la rupture, ballotté comme un couffin dans un perpétuel mouvement de roulis. Un pavillon déchiré aux couleurs des Provinces-Unies, c'est le Batavia. Bateau de commerce à 3 mâts, coque ventrue, en perdition, loin du reste de la flotte depuis des semaines, éloigné de sa route, celle qui est censée le mener aux Indes. Bâtiment lourd et consternant, débardé comme une grume aux limites extrêmes d'un océan impétueux. Dans les entrailles du vaisseau, des caisses d'or, de l'argent, des trésors, des joyaux pour le grand Mogol, des blocs de grès aussi, voués pour l'édification d'un porche somptueux et qui servent communément de lest. Ils enverront plus sûrement le navire par le fond si le gros temps ne faiblit pas. Bon, je m'arrête ici. Je trouve que l'illustration est vraiment très très belle. Vous avez vu un peu l'émotion chez... je pense que c'est une petite fille. Je sais pas si c'est une petite fille ou un petit garçon. Mais elle est très belle. Le livre le plus cher de ce book haul de chez Gilbert Joseph. Shaman de Kim Stanley Robinson chez Brajlon, avec traduit de l'anglais par Sébastien Baert, illustration de couverture de Michal Kars. Il était épuisé et gelé, mais pas au point d'en mourir. Il survivrait jusqu'à l'aube, il le sentait. C'était son errance. C'était ainsi que naissaient les chamans.
Le récit puissant, exaltant et émouvant du voyage initiatique d'un jeune homme il y a 35 000 ans, à l'ère glaciaire, époque charnière du développement de la race humaine, qui vit naître les peintures pariétales dans les grottes de l'Europe, Huan voit son destin bouleversé. Désigné comme le futur chaman de sa tribu, il devra surmonter de brutales épreuves initiatiques, suivre le pas de son mentor et découvrir sa propre voie. Dans un univers si hostile, ce genre de voyage n'est jamais simple et sa destination hasardeuse. Quand arrive une étrangère, porteuse de changement, Kim Stanley Robinson tourne son regard vers nos racines et une fois encore embrasse avec maestria la destinée des hommes. Il me semble que j'ai déjà lu, moi, La guerre du feu. Bon, ça remonte à quand j'étais ado, donc je me souviens plus de tout, mais je pense que c'est une... c'est comment dire? C'est une sacrée gymnastique intellectuelle, je pense, de se mettre dans la tête de quelqu'un qui a vécu il y a 35 000 ans. Un petit extrait. Nous autres avions un mauvais chaman. C'était ce que répétait Piquant chaque fois que lui-même faisait quelque chose de mal. Dès qu'on le contredisait, il remontait ses longues tresses grises pour montrer les petites excroissances rouges autour du trou de ses oreilles. Son chaman avait planté des aiguilles en os dans la chair des oreilles de ses élèves, puis les avait arrachées de biais afin de les aider à se souvenir de certaines choses. Lorsqu'il souhaitait obtenir le même résultat, Piquant assénait à Huard une forte tape sur l'oreille avant de lui montrer la sienne, en inclinant la tête d'un air qui signifiait « Je trouve que ça fait mal. » Alors on va passer à des différents livres qui sont sur la lecture, l'écriture, les genres littéraires, etc. On commence par Petit éloge de la lecture de Pef, et ce n'est pas Pierre-François Martin Laval. On est chez Folio. Peut-on voyager à dos de baleine? Quel est le meilleur remède contre l'insomnie? La lecture par cours ou la lecture par cœur? Est-il possible qu'un rossignol de 3 mètres de long offre un peu de lecture à notre oreille? Que retenir de notre passage dans une biblioville? Et que vient faire l'homme au casque d'or de Rembrandt dans ce petit éloge de la lecture? Parce que là, il y a l'homme au casque d'or. Je ne vais pas forcément lire plus. On passe à Terre d'encre de Marine Kergadalan. On est chez Diabase, littérature. C'est un court livre. C'est une maison où il aimerait peindre, mais il écrit. C'est sa façon de peindre. Debout à la fenêtre, aux aguets, il lance son regard au loin. C'est là-bas que ça mordra. Le paysage maintenant, c'est lui tout entier, absorbant l'espace comme un évadé. Il remontera une belle prise de ses étendues, qu'il emportera au bureau en buvant le café, chauffant ses lèvres comme le premier rayon, comme le premier soleil chauffe l'herbe, et il se mettra à écrire. Un écrivain entre dans une forêt comme en écriture, parce qu'écrire est illimité et qu'il y faut assez de sauvagerie dans l'attachement de la solitude, dans l'attachement à la solitude, comme à la terre et aux mémoires, pour y trouver sa liberté jusqu'à l'éblouissement du soleil. Ah, ils disent bien que c'est un roman. Mais comme c'est un roman sur l'écriture, je préférais le mettre un peu à part. Donc c'est vraiment quelque chose de très court, hein. Il fait pas 100 pages. Et c'est écrit vraiment très gros. Moi, j'appellerais ça une novella. Mais je chipote. On passe à nouvelle forme du récit. Parcours dans la littérature contemporaine. Un dossier de Simon Desraux et de Amélie Paco et une lecture d'images de Bertrand Leclerc. Chez Folio Plus Classique. Donc, c'est des anthologies. Il n'y a pas de résumé, donc je vais juste parcourir vite fait avec vous le sommaire. On a Le goût du romanesque avec Le soleil d'Escorta de Laurent Godet, Je m'en vais de Jean Echenoz, La salle de bain de Jean-Philippe Toussaint. On a Approché le réel avec L'excellusine de Leslie Kaplan, Nous étions des êtres vivants de Nathalie Kuperman, Corniche Kennedy de Maëlys de Kerangal, France 80 de Gaël Banteny, L'adversaire d'Emmanuel Carrère, Un chien mort après lui de Jean Rollin. Écrire l'histoire,
Le rapport de Brodeck de Philippe Claudel, Jean Karski de Yannick Hanel, l'écriture de l'intime avec La place d'Annie Ernaux, Lambeau de Charles Julier, L'enfant éternel de Philippe Forest, À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie de Hervé Guibert et le livre brisé de Serge Doubrovski. Est-ce qu'il y a des extraits? Il y a l'air d'avoir des extraits des bouquins. On va voir. Bon, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus scolaire que ce que je pensais, donc je suis pas sûre que ça va me servir. Au pire, ça va en boîte à livres, hein, c'est pas grave. On passe au Romantique de Mathilde Fournier, c'est les essentiels Milan. Donc là, c'est tout simplement un bouquin tout petit, très court, qui va balayer un peu le mouvement du romantisme, donc les sources du romantisme, les romantiques français, l'art romantique, et approfondir tout ça avec des repères chrono, biblio, etc., des citations. Donc là, on va dire c'est plus pour une petite culture générale sur les romantiques. Dans la même histoire, on a le roman américain, on est toujours chez, donc c'est de Marc Saporta, on est chez les Essentiels Milan, donc avec quelque chose de très court. Donc les débuts du roman américain, l'entre-deux-guerres, après Auschwitz et Hiroshima, roman juif et roman noir, les tendances actuelles et un petit truc pour approfondir. Un peu dans le même style que les nouvelles formes du récit, donc à voir si ça va, c'est un truc qui peut me servir. Écrire en temps de guerre, correspondance d'écrivain, donc de 1914 à 1949 chez Folio Plus, classique, donc c'est un truc un peu anthologique, avec correspondance d'écrivain, les écrivains à l'épreuve du feu pendant la Grande Guerre, de la drôle de guerre à l'occupation et à la Grande Guerre, avec un dossier du tableau aux lettres, lettres en perspective, à voir. Il me paraît un peu plus fourni que l'autre là que le bouquin sur les nouvelles formes du récit. On passe ensuite à Écrire comme on respire de Joël Cuvillez et Chantal Portillo. On est chez La Rumeur Libre Édition. Elles sont écrivains l'une et l'autre. Elles se sont rencontrées dans les mots, avec les mots. L'une a envoyé son texte à une revue, l'autre faisait partie du comité de lecture. Leur amitié est née là, de ce frottement avec les textes, de la littérature, indispensable, vitale, puisqu'elles écrivent comme elles respirent, elles le savent. L'écriture est un don, un dialogue, un partage de la douleur, de la joie, de leurs questions. Mais comment transmettre ce que l'écriture leur donne, sinon en le redonnant à ceux qui ont eu envie un jour de poser sur le papier quelque chose de soi. Donc c'est une conversation. De la Genèse au premier émerveillement, je lis juste un tout petit bout, c'est Chantal Portillo qui commence. C'est mon père qui m'a appris à écrire. La légende familiale dit que j'avais 2 ans et que j'écrivais au crayon à papier. J'ai appris à parler très tôt, à marcher très tôt et à danser très tôt. L'écriture et la danse, ça allait ensemble. Mon crayon à papier avait une tête de lion. J'ai depuis une passion pour les crayons à papier. À partir du moment où j'ai appris à écrire, j'ai eu les mots en bouche, comme des petits cailloux, mots que je pouvais mettre sur du papier. J'ai ressenti un émerveillement sans limite. Ce fut mon premier émerveillement et un plaisir fantastique. Mon père était à côté de moi et je faisais enfin partie des grands. Ah ah! Et on va passer sur 2 trucs un peu plus spécifiques. Alors, une anthologie sur le dialogue de la bibliothèque Gallimard, texte dossier. Bon, c'est Gallimard Éducation. Donc on est un petit peu sur les mêmes trucs qu'avant. J'essaye de trouver la table des matières. Une grande partie d'un type de dialogue à l'autre. Donc on va avoir je balaye la table des matières. Du Corneille, Racine, La Fontaine, Lafayette, Voltaire, Rousseau, Diderot, Hugo, etc. On a grande partie l'exercice du pouvoir rhétorique, convaincre, persuader, avec Platon, Molière, Diderot, Musset, Hugo, Zola, etc. Le dialogue philosophique, Platon, Voltaire, Diderot, etc. Le dialogue théâtral, Sophocle, Shakespeare, Corneille, Marivaux, Musset, Tchekhov, etc.
avec des arrêts sur lecture, comment classer les dialogues littéraires, etc. Des bilans, des annexes. Et le dernier bouquin, vous allez me dire, c'est peut-être pas très utile, mais c'est intéressant. Lire Le Noir de Annie Collovald et Éric Neveu. Enquête sur les lecteurs de récits policiers. Donc c'est la réédition d'un ouvrage paru en 2004 à la BPI du Centre Pompidou. Bibliothèque quelque chose du Centre Pompidou. Donc une enquête sur les lecteurs de récits policiers. Je vais essayer de trouver une table des matières. Ça, je pense que ça peut être très intéressant d'étudier justement le lectorat d'un genre littéraire particulier. Déjà, on va dire par curiosité intellectuelle, et ensuite, si vous êtes auteur d'un genre particulier, ça peut être intéressant de savoir qui est votre lectorat. Il y a par exemple des grands chapitres, l'offre de littérature policière, entrée dans les policiers, entrée en policier, manière et plaisir de savoir lire du policier, des évasions dans la réalité, enjeux sociaux et identitaires de la lecture de romans policiers, posture de lecture, romance littéraire et romance de soi. Donc Annie Collovald, professeure de sociaux à l'université de Nantes et directrice du CENS, Centre Nantais de Sociologie, et Éric Neveu, professeur de sciences politiques dans l'équipe rennaise du Centre de recherche sur l'action politique en Europe. Donc c'est la bibliothèque du Centre Pompidou. Et c'était publié avec le soutien de l'université Rennes 1. Franchement, ça peut être intéressant. Je vous dirai, je ne sais pas quand je lirai tout ça, mais je vous ferai un retour. Donc tout ça pour la modique somme de 30 €. J'ai pas regardé sur le compte Gilbert Joseph, mais j'imagine que je dois avoir 1 € qui se promène par là pour le bouquin que j'ai pas reçu. Ce qui est pas grave, quoi, c'est 1 €. Mais je suis très intéressée. Franchement, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je voulais pas aller sur des livres très récents qui allaient coûter plus cher pour avoir 2 bouquins pour 30 balles. Et je voulais avoir un tas de lectures bien diversifiées, ce que j'ai réussi à faire. Et j'ai passé un temps infini, je vous assure, à éplucher tout. J'ai dû mettre 2 jours à remplir le panier. Et j'ai validé la commande vraiment juste avant la deadline. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui peut vous intéresser dans tout ce tas de livres. Bon, il y en a un sacré tas et c'est le je ne sais pas combienième book haul, donc je ne sais pas quand je les lirai, mais je vous préviendrai. Et franchement, allez faire un tour sur le site de Gilbert Joseph, parce que j'avais des livres au minimum à 90 centimes et je crois que le minimum de livres hors déstockage ou soldes chez Gilbert Joseph, je pense que ça doit tourner autour de 1,20 €, 1,10 €, 1,20 €, les plus petits. Je parle de romans et enfin de bouquins adultes. Pour les enfants, c'est peut-être un autre prix. À tout bientôt, rêvez tout grand et claquez plein de thunes chez Gilbert Joseph.